Annick, avant de parler du film proprement dit, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Parce que donc je disais brièvement tout à l'heure des sciences politiques et tu en arrives à faire un film, des films, et celui-là, entre autres. Quel a été ce cheminement et puis cette envie à un moment donné de ce geste documentaire? Dis-nous. Oui, alors, bon, je ne vais pas vous raconter non plus toute ma vie quand même, mais non, disons que j'ai terminé mes études après sciences politiques par une formation audiovisuelle, fiction et documentaire. Donc j'avais déjà quand même ce désir du documentaire. Le hasard des choses m'a amené à faire un stage dans une émission qui s'appelait à l'époque La Marche du siècle, pour ceux qui ont connu. Voilà. Et j'ai commencé par faire des reportages. Il se trouve qu'un de mes premiers reportages, c'était sur les sans-papiers. Donc c'était l'époque, je suis arrivée à Paris, à l'époque de Saint-Bernard. Enfin, pour ceux qui connaissent ou pas, enfin voilà, l'épisode Saint-Bernard, ça doit vous parler, une porte d'église défoncée à coups de hache pour déloger les personnes qui étaient là-bas, qu'on appelait à l'époque des sans-papiers. Je précise que c'était un choix de leur part, puisqu'ils souhaitaient qu'on ne les appelle plus clandestins ou illégaux, mais sans papier. Malheureusement, le terme est devenu péjoratif aussi, et sans papier, c'est pas très, voilà, c'est une espèce de catégorie déshumanisante, mais bon, c'est un terme nouveau qui est rentré dans le langage courant, hélas, et qui ne l'a pas quitté. Et donc, j'avais fait un reportage sur la délation des personnes qui n'avaient pas de titre de séjour en règle, mais qui effectuaient des démarches qu'elles avaient parfaitement le droit de faire en mairie, comme inscrire un enfant à l'école ou se marier. Vous avez entendu parler de l'actualité récente, on a le droit de se marier même si on n'a pas un titre de séjour en règle. Cette loi existe encore, heureusement, pour l'instant, il faut la défendre. Et donc voilà, il y avait des mairies qui utilisaient l'article 40 du Code de procédure pénale qui permet à un fonctionnaire qui a connaissance d'un délit dans l'exercice de ses fonctions de le dénoncer. Et donc il y avait des mots d'ordre qui passaient dans les mairies plutôt de droite pour dénoncer les personnes. Donc j'avais fait un reportage. Et pourquoi je parle de ce reportage particulièrement parce que je me souviendrai toujours que juste avant de rentrer en montage, le directeur de la rédaction m'avait interpellé en me disant « Annick, tu n'es pas une militante. N'oublie pas, tu es une journaliste. » Et vraiment, j'ai cristallisé cette scène dans ma tête. C'est pour ça que je veux faire du documentaire, parce que le point de vue, voilà, je ne crois pas à la neutralité qui n'est que le consensus politique du moment, avec lequel je n'étais déjà pas d'accord et je suis toujours pas d'accord. Et voilà. Donc j'ai toujours eu envie de faire du documentaire pour ça. Merci. On va vous applaudir à la fin, attendez. C'est encore fait. Et dites, alors, donc tu as tout ce cheminement, et qu'est-ce qui t'arrive à dire je veux faire du cinéma? Alors, tu l'as un peu expliqué là, mais qu'est-ce qui te dit que toi, tu as envie de prendre la caméra et de les filmer? Enfin, prendre la caméra, je précise qu'il y a d'excellents chefs opérateurs, chefs opératrices. Oui, et donc toi, D'ailleurs, j'ai un chef opérateur à moi dans la salle qui est là. Il voulait pas te le dire tout à l'heure, il avait peur que tu le fasses parler. Mais c'est un de mes chefs opérateurs. Celui qui s'appelle Philippe aussi, oui, c'est ça? Oui, Philippe aussi. Voilà. Eh ben, on te salue. Il a fait l'image de certains de mes films, très belle image. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui m'a... Bon, ayant commencé un parcours plutôt dans la télé, à l'époque, on pouvait encore faire des films intéressants à la télé. Non, je ne dis pas qu'on peut en faire toujours. D'ailleurs, il y a un excellent film tout à l'heure qui est passé sur Arte, que je vais voir, Soundtrack for a coup d'État. Mais ça devient compliqué. En tout cas, il y a des choses qu'on ne peut pas aborder ou dire ou qui n'intéressent pas les décideurs, les programmateurs en chaîne télévision. Par exemple, le centre de rétention, hein, le ISCRA, mon producteur Mathieu Delaborde l'a proposé à maintes reprises à Arte, qu'il a toujours refusé. Voilà. Donc, c'était clair qu'on prenait le chemin du cinéma. Je le souhaitais aussi, je le regrette pas. On a une réelle liberté de création et une réelle liberté de parole et une liberté politique, voilà. Donc le cinéma, pour ça, c'est quand même l'idéal. Il faut se battre pour faire des films, pour les financer. Ça fait partie des composantes qui font que le parcours pour faire ce film a été long. Il y avait d'autres raisons, mais celle-là, c'est-à-dire il faut écrire, trouver des aides à l'écriture, des aides à la production. On en a eu quelques-unes, comme vous l'avez vu. Voilà. Donc on est en 2025 et ce film, il y a longtemps que tu l'as. Eh bien, une dizaine d'années. Il a fallu une dizaine d'années pour le faire. Qu'est-ce qui déclenche là? Qu'est-ce qui déclenche véritablement? Alors, ce qui déclenche véritablement mon envie de faire ce film, c'est juin 2008. Je suis dans le bois de Vincennes.
J'habite cette région, ce coin-là. Hein. Je suis de Fontenay-sous-Bois et je revenais de l'école de Crolly. J'avais déposé ma fille et j'entends à la radio incendie au Cras de Vincennes. Et là, je suis en plein bois et je le connaissais, le bois. Et je me dis, mais il est où ce centre de rétention? Et je trouvais ça fou, moi qui suis quand même vraiment sensibilisée depuis longtemps à cette question, de ne pas savoir où était le centre de rétention. Et ben, oui, c'est normal parce que c'est volontairement invisibilisé, donc il faut bien le chercher. D'ailleurs, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui a fait plusieurs visites au CRA de Vincennes comme dans d'autres CRA, parmi les multiples recommandations qu'il fait et qui ne sont jamais suivies, celle de tout simplement mettre des panneaux pour indiquer la direction du centre de rétention. Par exemple, quand vous sortez du RER de Joinville, qui est la station de RER la plus proche, aucun panneau n'indique le centre de rétention. Il y a écrit Redoute de Gravelle, mais faut-il encore savoir que c'est ça. Et parce qu'on souhaite évidemment que ça soit le plus invisibilisé possible. Et voilà, donc déjà, globalement, les citoyens français, sauf ceux qui sont militants, engagés ou concernés, ne savent pas vraiment ce qu'est un centre de rétention. Et deuxièmement, pour les trouver, c'est vraiment compliqué. Et pour avoir des informations un peu fiables, c'est très, très compliqué. Voilà. D'où le travail nécessaire des associations présentes ici. Hein, CIMAD, Migrants, Amnesty et j'en oublie, mais toutes ces ligues des droits de l'homme, voilà, c'est essentiel le travail qu'ils font. Si le sujet d'ailleurs vous intéresse, sur le site de la CIMAD, vous trouvez le rapport sur les centres de rétention qui est fait par les 4 associations qui défendent les droits de l'homme. Les 5 me signale une la CIMAD, voilà, qui est présente là. Ils font un rapport excellent avec des chiffres très précis, des analyses, et vous verrez que ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez entendre à la radio, ou voir à la télé, ou lire. Enfin, bon, de temps en temps, il y a quand même des bons articles. Hein, je dis pas que tout est... Mais les choses sont tellement déformées, et encore plus aujourd'hui. Voilà, donc c'est bien d'aller voir où on peut avoir des véritables informations et des vrais regards. Alors donc tu décides d'aller filmer, et comme tu nous l'as dit tout à l'heure, tu peux pas les filmer dedans parce que voilà, on te l'interdit. Donc voilà, j'ai commencé tout simplement pour raconter rapidement un petit peu la genèse et qu'est-ce qui m'a amené à faire ce film comme ça. Donc premièrement, en fait, je me suis rapproché des observateurs du centre de rétention de Vincennes, qui sont donc des militants de la Ligue des droits de l'homme. Et donc, je suis devenue observatrice moi-même. C'est-à-dire que j'ai fait des visites aux retenues, donc au fameux parloir, hein, comme tous les proches des personnes enfermées. Et je cherchais quelle forme pourrait prendre le film. En parallèle, j'ai demandé bien sûr l'autorisation de filmer dans le centre, qu'on m'a refusé, qui refusait à tout le monde. Et donc, je m'interrogeais sur la forme. Et comme vous avez vu tout le long dans ce film, cet abribus déglingué où aucun bus ne passe jamais, qui est la salle d'attente. Je me suis aperçue, avec les heures d'attente qu'on a toujours pour visiter quelqu'un, enfin, c'est pas toujours des heures, mais ça arrive souvent que ce soit long, qu'il y avait vraiment une scène là, en fait, des choses qui se passaient, des personnes qui racontaient volontiers ce qu'elles vivaient, ce que les personnes qu'ils visitaient vivaient à l'intérieur et ce qu'elles vivaient elles aussi. Et donc un jour, c'est mon producteur, Mathieu Delaborde, m'a dit Annick, prends une caméra et va filmer là-bas, enfin, teste, quoi, va voir. Donc je me demandais comment ça allait être, parce que je suis vraiment... donc on ne voit pas l'autre côté, hein, le centre de rétention, mais je suis vraiment à quelques mètres de la guérite d'entrée des policiers et de l'entrée du CRA. Et de l'ensemble, qui est d'ailleurs l'école nationale de police. Hein, donc tu nous le montres dans les réflexions de... oui. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un miroir de sécurité. Ouais. Mais, et puis toutes ces petites images que j'ai pu faire un peu voler, entre guillemets. Moi, j'estime que je n'ai pas volé, parce que ça nous appartient de savoir ce qui se passe, mais je n'étais pas censée aussi faire ces images, donc je les ai quand même faites, bien sûr. Il fallait se battre aussi pour ça. Hein. Régulièrement, les policiers m'attrapaient en me disant mais vous faites quoi? Je filme. Vous n'avez pas le droit? Si, j'ai le droit. Non, vous n'avez pas le droit. Enfin bon, voilà. Donc c'était toujours menace de garde à vue, ou de voilà. Donc bon. Mais oui, il a fallu se battre jusqu'au bout quand même pour filmer. Mais donc tout ça pour dire que donc j'ai testé ça, et donc j'ai pu filmer en fait les policiers. Ce qui les affolait, c'était l'idée d'être filmés eux. Donc j'ai dit non, vous m'intéressez pas, je vous filme pas. Ce qui m'intéresse, c'est les visiteurs. Et donc ils m'ont toléré. J'étais polie, respectueuse, donc ils faisaient leur boulot, je faisais mon boulot. Ça s'est toujours très bien passé. Pendant des années, ça a pris des années. Bon, il y a eu le Covid qui explique aussi la recherche de financement, le Covid qui a changé le réel pendant 2 ans, bon, ce qui explique aussi la longueur
inhabituel de la fabrication de ce film. Mais à rajouter là-dessus qu'à un moment, la préfecture est rentrée dans la boucle, hein, par hasard. Il y avait une espèce d'hotline. Un jour, un jeune policier de garde, il n'y avait pas sa hiérarchie. Il a eu peur en voyant 2 femmes avec une caméra et une perche. Et donc, j'ai beau expliquer que je venais là depuis des années. Lui, il a appelé la préfecture qui a dit « Ouh là là, non, pas question. Elles n'ont pas d'autorisation, pas question. » Donc là, je suis devenue très pointue sur le droit à l'image, c'est-à-dire que je me suis renseignée, je savais que j'avais le droit de filmer, mais effectivement, je remplissais toutes les conditions pour ne pas avoir besoin d'autorisation pour tourner dans un lieu public. Le Bois de Vincennes, c'est un lieu public. Nous étions 2, donc moins de 10 personnes, moins enfin pas plus de 2 caméras, on en avait une. Enfin bon, pas de comédiens déguisés en policiers, etc. Et malgré cela, la préfecture exigeait une autorisation. Mon producteur a dit c'est pas grave, on va la demander. On l'a demandé, on nous l'a refusé sans motivation. Donc on l'a redemandé avec lettre d'avocat et cette fois on nous l'a donné. Et le jour où donc c'était la fin du tournage, j'ai pu tourner mais cette fois sous contrainte de déclarer des dates, etc. Et je pouvais pas choisir les dates que je voulais. Et le premier jour, donc il y avait le gars de la préfecture qui était là et je lui ai demandé expliquez-moi quand même en vertu de quel texte de loi, de quel règlement vous m'obligez à avoir une autorisation alors que je n'en ai pas besoin. Il a été incapable de me citer un texte. Il m'a juste dit oui effectivement dans certains point de vue, on peut considérer que vous n'en avez pas besoin, et de notre côté, on peut considérer que vous en avez besoin. Ok. Donc ils ont considéré voilà. Enfin, ce qui m'a fait prendre conscience que ce film que j'ai fait aujourd'hui, on pourrait plus le faire. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. C'est trop touchy pour eux. Voilà, ça se durcit. Vous voyez bien ce qui se passe. Le pays se fascise. Les consciences. Enfin bon. Il passe de passer de 90 jours à 210 jours, c'est ça? Voilà, donc ça c'est le projet. Bon, le projet a été retoqué par le Conseil constitutionnel tout récemment. Mais bon, Retailleau a dit directement après qu'il allait, c'est pas grave, faire une autre loi avec les mêmes dispositions. Donc, ce qui est quand même assez étonnant hein, pour un ministre de l'Intérieur de tenir aussi bien compte des institutions républicaines. Voilà, donc il faut être vigilant, c'est plus que vigilant. Et puis il y a aussi un autre sujet, là, c'est peut-être la personne de la CIMAD qui pourra en parler, puisque en septembre prochain doit être votée une loi qui prévoit d'interdire les associations de défense des droits des étrangers qui sont dans les centres de rétention. Donc là, c'est le dernier recours, quoi, la dernière bout de sauvetage qui va être enlevé à ces personnes enfermées, hein, qui n'ont commis ni crime ni délit, je rappelle, et qui sont parfois là depuis 40 ans, des fois. Enfin, vous avez tous, si vous vous intéressez un peu à ce qui se passe, compris que c'est devenu très compliqué pour soit obtenir un titre de séjour, soit juste le conserver, même quand vous vivez en France depuis longtemps, vous travaillez, vous êtes parfaitement intégré. Soi-disant des problèmes informatiques, enfin c'est une politique volontaire. Donc toi, pareil, qu'est-ce que tu te poses comme question de cinéma et tu dis comment tu résous ça? Voilà. Qu'est-ce que tu mets en place et avec les gens que tu vas filmer? Voilà. Donc dans cette contrainte de ne pas pouvoir filmer le champ, je décide de filmer le contre-champ de la rétention, à savoir l'accueil des visiteurs. Donc c'est cette cabane essentiellement comme une espèce de scène où entrent et sortent du champ les personnages. Hein. C'est vrai qu'il y a tout un travail qui est fait à l'image sur cette mécanique qui fonctionne entre champ et contre-champ. Donc on voit les personnes regarder, surveiller, attendre, entrer dans le champ, sortir du champ. On entend évidemment le son. C'est marrant d'ailleurs, les policiers n'ont jamais compris le pouvoir du son, puisqu'ils surveillaient comme le lait sur le feu notre caméra. Hein. Si jamais la caméra elle se tournait un tout petit peu trop vers eux, ils nous interpellaient, ils nous ont déjà fait effacer des images. En revanche, le micro ne les a jamais effrayés. Donc, et comme le micro prend tout, ça c'était sympa. Ils ne connaissent pas en cinéma. Ouais. Non, mais je crois qu'ils ont une vraie obsession sur leur visage quand même. Enfin, là, je parle que des policiers de garde. Hein. Donc, c'est pas ceux qui font la politique et tout ça. Voilà. Donc on a mis, voilà, on s'est dit tiens, ça peut fonctionner. Alors c'était quand même un enjeu de se dire est-ce qu'on va pas un peu s'ennuyer au bout d'un moment, est-ce que ça va pas être trop fermé. Et puis voilà, on a travaillé aussi les à côté de cette scène, c'est-à-dire le bois, parce que c'est quand même un peu dingue d'avoir un lieu aussi anxiogène, aussi terrible, en plein milieu du bois de Vincennes, qui est un petit paradis de verdure pour les Parisiens, où on vient passer des bons moments. Et la plupart des gens qui sont là ignorent absolument ce qui se passe à quelques mètres de leur course à pied, de leur balade à vélo.
On peut pas leur en vouloir de ne pas savoir, mais ça serait bien qu'ils viennent voir le film pour savoir. Voilà. Tu disais qu'il y avait d'excellents cadreurs et directeurs de la photo, donc tu les chargeais, comme Philippe, de faire l'image. Ouais. Par contre, ce qui est assez dans le documentaire, généralement, c'est souvent le réalisateur qui filme. Mais là, je comprends, il y a des tas de réalisateurs qui laissent la caméra. Et toi, tu prends le son, toi. Ben je voulais ouais. savoir si c'est une raison économique ou c'est parce que tu veux être encore plus près de la parole. Exactement. En fait, il y a quelques années, au début, ça a été d'une contrainte économique, parce que de plus en plus dans les documentaires, même avec des budgets télé, on n'avait plus des budgets qui nous permettaient d'avoir une équipe complète. J'ai même eu, il y a très longtemps, une équipe absolument complète où il y avait un assistant lumière, mais bon, régisseur, etc. Mais ça, en documentaire, bon, ça c'était terminé. Donc, normalement, la base, c'est quand même un ingénieur ou une ingénieuse du son, chef opérateur, chef opératrice, et réalisateur et réalisatrice. Bon, donc très vite, donc je me suis formé au son, prise de son, savoir utiliser une perche, une mixette, des bons micros, etc. Mais j'avais un vrai plaisir à faire le son, et je me suis rendu compte, et là je vais citer Frédéric Weisman, que vous connaissez sans doute, qui fait le son sur ses films. C'est une place formidable pour un réalisateur, une réalisatrice, le son, puisqu'on garde une vision d'ensemble de la scène, de ce qui se passe. Et on entend tout, donc on peut guider aussi, on est beaucoup plus à l'écoute et aussi très proche de la parole. Ouais. Donc c'est une bonne place. Moi je trouve être à l'image, c'est très compliqué. On peut le faire, des réalisateurs, des réalisatrices le font. J'ai fait quelques images sur ce film, parfois parce que ma chef opératrice n'était pas là, mais c'est pas par choix. Enfin, je peux faire des images, mais le son, c'est une place formidable, je trouve, pour un réalisateur, une réalisatrice. Ouais. Alors maintenant, dis-nous un peu comment ça s'est passé, ce rapport avec... si on laisse Pauline un peu de côté, qu'on revoit et tout ça, bien sûr qu'on va en parler, mais je parle des personnages plus annexes, qu'on voit moins et tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'ils t'ont laissé filmer? Qu'est-ce qui... Écoutez, c'est très simple. Franchement, sur toutes ces années, donc j'ai quand même fait un long travail, presque une sociologie de la rétention. Peut-être une ou deux fois sur toutes ces années, des personnes m'ont dit non, je veux pas que vous me parliez, ou j'ai vraiment rien à vous dire. Sinon, tout le monde était. Je pouvais les comprendre. Des personnes en souffrance ou qui peuvent assimiler caméra, médias, et donc médias, amalgame, etc., maltraitance. Mais sinon, que les personnes acceptent ou pas d'être filmées, elles étaient toujours en empathie avec la démarche. Et en fait, il y avait deux raisons. Une, ça leur permettait de raconter des choses, s'exprimer, et surtout, ça transformait l'espace presque en agora public, c'est-à-dire que d'un seul coup, on pouvait s'emparer du sujet, en parler à quelqu'un qui reçoit cette parole, en parler à ceux qui sont là aussi. Et ça créait d'ailleurs beaucoup de discussions entre les personnes qui pouvaient avoir lieu, bien entendu, sans moi et sans ma présence. Mais c'est vrai que notre présence de filmeurs, filmeuses, rajoutait en fait, tout à coup mettait la lumière sur cet endroit et les autorisait à libérer leurs paroles. Et c'était formidable, je trouve, comme expérience pour tous. Donc en réalité, les personnes qui viennent là étaient heureuses en fait, heureuses qu'on soit là. Et vraiment, ils s'appropriaient l'outil caméra volontiers. Ça a duré combien de temps, en fin de compte Alors le tournage, moi j'ai tourné seule pendant longtemps en repérage. J'avais décidé d'exclure totalement ces images-là parce que comme je ne pouvais pas en plus faire le son si j'avais la caméra, j'avais pas un son aussi bon. Et comme c'est dans un lieu bruyant, vous avez vu toutes ces motos qu'ont les policiers, les grosses motos, c'est que les policiers. Et c'est un lieu assez bruyant quand même, donc si on n'a pas une perche, c'est très difficile d'avoir des sons corrects. Donc j'avais exclu totalement de l'idée d'utiliser ce rush. Bon, il se trouve qu'il y avait une scène qui était bien et qui à un moment était nécessaire au montage, qui a donné une clé, donc que j'ai quand même utilisé. Mais sinon le montage à proprement parler, l'équipe, c'est-à-dire Muriel et moi, c'est une 40aine de jours de tournage, mais répartis sur 3 ans, voire 4. En fait, les derniers plans, les dernières images que j'ai fait après l'interdit de la préfecture, ouais. Non, ça a duré longtemps. Il y a eu le Covid au milieu. C'est compliqué des fois la fabrication d'un film. Mais c'est là où on voit que le réel ne change pas toujours beaucoup. La cabane, elle n'a pas bougé.
La rétention n'a pas bougé, hélas non plus. Hein, bah, ça se durcit, c'est tout. Est-ce que c'est au tournage ou au montage que tu t'es aperçu de l'importance qu'allait avoir Pauline dans le film? Alors, au tournage, on s'en était bien entendu rendu compte tout de suite, et on s'était vraiment, quand je dis on, c'est parce que c'est comme disait Yolande Moreau, et comme un film, c'est vraiment un travail collectif. Donc on discute beaucoup sur le tournage, on discute beaucoup au montage, on discute avec le producteur. Voilà, donc quand je dis on, c'est avec le producteur, avec la chef opératrice, avant même la monteuse, et ensuite bien entendu avec la monteuse. On savait qu'on avait un personnage très très fort, mais on souhaitait quand même élargir à d'autres histoires. Et on savait qu'il y avait deux films possibles, un film assez choral ou un film presque que sur Pauline. Et on a eu deux parties du montage, et à un moment, en fait, on a resserré vraiment sur Pauline. Hein. On a fait le choix de resserrer sur Pauline, mais il y a quand même ces autres personnes qui arrivent, qui sont là, et qui, même si c'est une rencontre une seule fois, sont très forts, comme l'infirmière, par exemple, hein, qui s'appelle Pauline d'ailleurs aussi. Peut-être que vous avez des questions ou des remarques. Oui, on va vous passer le micro. Là. Bonjour. Bonjour. Merci pour ce film. Merci. Oui, ma question, j'en ai deux. Est-ce que vous savez combien il y avait de personnes dans ce centre? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez combien il y en a maintenant? Est-ce que ça évolue ou pas? Bon, peut-être vous ne le savez pas. Ouais. Et on parle que d'hommes. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes? Alors, ce centre de rétention-là, celui qui est dans le bois de Vincennes, il n'y a que les hommes. Le centre de rétention de Paris pour les femmes, il est sous l'île de la Cité. Enfin, sous le commissariat de l'île de la Cité. Voilà. Les femmes, par chance, sont un petit peu moins nombreuses. Alors, elles sont aussi nombreuses en migration. Quand on prend les chiffres de migration mondiale, hein, il y a autant de femmes que d'hommes. Elles sont moins nombreuses à être enfermées parce que peut-être qu'elles sont plus prudentes. Elles essayent d'être moins... voilà. Alors, visible. Ouais, avec plus de danger aussi des fois. Enfin, c'est un autre sujet. Et combien de places dans ce centre? Alors, attends que je dise pas de bêtises, puisque là, il le diffuse. En fait, celui-ci, c'est une espèce de fiction administrative, parce que il serait censé avoir certains. On peut pas avoir plus d'un certain nombre de places. Donc, ils ont créé 3 centres qui sont un seul centre, en fait. Il y a le CRA 1, le CRA 2, 2A et 2B maintenant, je crois que ça s'appelle. Mais il n'y a qu'une salle de visite. Ce qui fait qu'il y a des heures d'attente. Normalement, il devrait y avoir 3 salles de visite. Et donc, je ne sais plus exactement, mais c'est à peu près 250 places. Donc, et c'est plein en permanence. Donc voilà, après, sur les chiffres, 40 000 personnes à peu près retenues chaque année en France. Alors, 15 000 en France hexagonale, 25 000 en Outre-mer. Mais c'est 40 000, 25 CRA aujourd'hui, et bientôt, je ne sais plus combien ils veulent en construire, 11 ou 13, ouais. On ne sait plus. 7 000 places, voilà. Et pour ceux qui ne seraient pas touchés, je sais que ce n'est pas votre cas, mais dans les arguments, si vous souhaitez un jour en parler, si les personnes ne sont pas touchées par l'inhumanité de ce système qui fabrique en fait de la misère, le coût est phénoménal. 700 € par retenue par jour. Voilà, donc si on utilisait cet argent-là pour accompagner les personnes, trouver un logement, un travail, apprendre la langue française, etc. Bon, là, il y a beaucoup de gens qui parlent parfaitement français, hein, soit que ce soit de leur pays d'origine ou parce qu'ils vivent là depuis longtemps, mais voilà, il faut savoir que tous ces chiffres, on les trouve dans cet excellent rapport gratuitement sur Internet. Mais je vous invite vraiment à le lire parce qu'il y a des analyses très intéressantes. Vous verrez un petit peu tous les CRA en France. Il n'y en a pas dans la région, je crois. Hein. Il faut aller sur Toulouse ou Montpellier 7. Toulouse, voilà. À 7 aussi. Bientôt à Béziers.
Bonjour et merci vraiment pour ce film bouleversant. J'aurais plein de questions, mais je vais faire peut-être un peu court. La première serait sur la communication avec les personnes. Vous disiez que vous étiez deux, si j'ai bien compris, Ouais. un à l'image et donc vous au son. Ouais. Mais comment vous faites quand les gens rentrent dans le champ pour leur expliquer ce que vous êtes en train de faire? Donc ça, c'est la première question, pour ensuite qu'ils se confient. Tout est à vue, hein, j'ai bien compris, la perche est à vue, c'est bien ça? Donc voilà. Et ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe quoi, dans notre visite? Et je crois que je vais perdre toutes les autres questions, mais par rapport à la violence aussi qui a cours. Donc, ça a été donc dit. Qu'est-ce que ça paraît tellement impossible, improbable. J'ai envie d'y mettre tous ces mots derrière. Dénoncer ça, comment, pourquoi? J'ai pas les mots, mais ça me voilà. La personne qui est sortie, donc qui a été libérée, parle elle aussi de cette violence-là, donc de la façon dont il a été traité. Et en fait, j'ai pas de questions, c'est juste quelque chose qui me sidère. Voilà, et je crois que j'ai oublié la dernière question, tant pis, mais j'ai vraiment été bouleversé par voilà, cette histoire. Ah si, la dernière, c'était l'histoire de Pauline. Comment se termine-t-elle? Ouais, Avez-vous ok. le... Voilà. Alors, j'ai pas compris la deuxième question. La deuxième, non, c'était pas une c'est question. grave. D'accord. C'est- ok. Voilà, c'était Ok. juste... Désolé. Donc la première question, alors les personnes en fait voient parfaitement qu'on est en train de filmer. En général, quand on arrivait, alors une des difficultés qu'il y avait sur ce tournage, c'est qu'on ne sait jamais qui vient et combien de temps les personnes vont rester. Si la personne qu'elle vient de voir va être libérée, pas libérée, donc ils peuvent rester un jour, une semaine, 3 mois, comme c'était le cas de Pauline, le personnage principal. Donc il y avait cette difficulté-là, et donc c'est un lieu ouvert, les gens rentrent et sortent, mais bien évidemment que quand il y a une caméra, une perche, on ne rentre pas comme ça dans le champ par hasard. Donc les personnes qui rentraient dans le champ, soit on avait déjà parlé avant, elles étaient là, soit elles nous ont vus, elles ont senti, elles écoutent ce qui se passe, elles comprennent ce qui se passe. Qui parle avant, pardon, c'est là que je comprends pas. Qui parle avant? Qui les informe? Ah, donc... Moi, j'avais beaucoup de travail en permanence, c'est-à-dire que si je n'étais pas en train de filmer, Muriel, par exemple, la chef opératrice, pouvait filmer. Moi, je devais toujours aller vers les personnes qui étaient là, parler avec elles, expliquer ce que je faisais, écouter leurs histoires. Voilà, c'était donc en permanence. Après, des fois, j'avais même plus besoin de parler. Les personnes avaient vu ce qu'on tournait, avaient entendu les histoires. C'est un tout petit lieu, hein. Donc ils avaient très bien compris ce qui se jouait là. Voilà, et donc la troisième question, je l'attendais, que se passe-t-il? Eh bien, donc le compagnon de Pauline, Zaza, donc effectivement, le jour où elle est devant le centre de rétention, le dernier jour, c'est le 91e jour, donc il n'est plus censé être en centre de rétention. Alors, il a refusé l'ambassade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a refusé une énième visite devant une ambassade, en l'occurrence l'ambassade algérienne, qui était celle de son pays, puisqu'il est d'origine algérienne. Il a dit qu'il était tunisien, il a donné un faux nom. Il faut savoir que pour échapper à cette police, quand on est sans papier, on évite de se balader avec une pièce d'identité, un passeport, pour cacher sa véritable nationalité et identité. Donc évidemment il l'a fait. Donc on a voulu leur faire passer à la veille quasiment de sa libération obligatoire, parce qu'à 90 jours pour l'instant on est obligé de libérer les personnes. Il a refusé l'ambassade, bien que Pauline, sa compagne, l'avait prévenu à un moment dans le film, disant ne refuse pas l'ambassade parce que ça peut te poser des problèmes. Et effectivement, à ce moment-là, il est passé en garde à vue et derrière il a été en prison à la Santé. Il a fait 3 mois à la Santé. Donc 3 mois en centre de rétention et puis 3 mois à la Santé. Après quoi, il a été libéré, il a retrouvé sa compagne, ils ont eu un enfant et voilà. Et tu as bien raconté que le centre de rétention, c'était 10 fois pire que la prison, les 3 mois à la Santé. Ouais. Oui, il était mieux à la Santé qu'au centre de rétention. Ouais. Ah ben, ça tombe très très bien, parce que moi je vais vous poser une question très naïve. Quelle est la différence entre la prison et le centre de rétention? Et dans toute l'exception du terme. Parce que moi, j'habite Bayonne, je m'occupe des migrants. Enfin, je suis dans une association qui s'appelle Etorkinekin, ce qui veut dire les étrangers avec nous. Et parce que depuis que l'Italie a fermé l'accès, ils passent tous par l'Espagne, par Hendaye et par Bayonne. Ouais. Voilà, moi, je suis là-dedans. Et il y a dans le centre de rétention qui est à Hendaye. Ouais.
Et donc, on a fait des manifs devant le centre de rétention. Mais moi, bêtement, parce que quelquefois, on ne voit pas jusqu'au bout de la chaîne, on est dedans, et puis on ne voit pas. Je pensais que les gens étaient là en attendant d'être renvoyés chez eux. Moi, je voudrais savoir à quel moment ils peuvent en sortir. Pourquoi ils y sont et pourquoi ils peuvent en sortir. Et quand même, il y a des gens qui doivent en sortir un jour. Voilà. Mais je vous remercie. C'est peut-être mal posé comme question. Non, mais je comprends la question. Alors, un centre de rétention n'a rien à voir avec une prison. Une prison, vous savez tout ce que c'est, où on enferme des personnes qui ont commis un délit ou un crime, et donc la justice a ordonné une peine. Donc les personnes qui vont en prison, en général, c'est ce qu'il me disait quand il comparait avec le centre de rétention, c'est on sait pourquoi on y est et quand on va sortir. Et puis sortir, ça ne veut pas dire être expulsé vers un pays qu'on a fui souvent au péril de sa vie. En tout cas pour de bonnes raisons, quelles qu'elles soient. Donc un centre de rétention, ça ne dépend pas du ministère de la Justice, ça dépend du ministère de l'Intérieur. Et c'est le préfet qui a le pouvoir absolu, comme dit Pauline. C'est lui qui décide, qui peut même s'opposer. Et là, ça a été aussi retoqué par le Conseil constitutionnel dans le dernier projet de loi de Retailleau, mais il voulait que ce soit automatique, que dès qu'un juge, que ce soit le JLD, juge des libertés de la détention, ou le juge administratif, qui prend la décision de libérer une personne parce qu'il estime qu'en fonction des règles de droit ou d'un tas de choses, d'un tas d'éléments, la personne doit être libérée, le préfet a toujours le pouvoir de faire appel et de dire non, moi je ne veux pas libérer. Et souvent ils le font. Mais là, dans cette loi, ce projet de loi, il voulait que ce soit automatique. C'est-à-dire à quoi sert la justice à ce moment-là ? Ça sert à quoi de passer devant un juge si le juge il dit ah ben non, cette détention ne correspond pas à la loi, est illégitime. C'est l'absurde le plus total. Donc un centre de rétention, donc on dit rétention pour retenir. On joue sur les mots, hein, c'est pas en réalité bien sûr c'est de la détention. Vous avez vu les barbelés, les caméras, les miradors, les flingues. Enfin voilà, il y a tout ça. Alors une des différences, c'est que ce sont des lieux, vous devez peut-être le savoir, où les chambres ne sont pas fermées à clé. Les personnes, enfin les retenus ont des portables, mais sans caméra, surtout pour pas filmer ce qui se passe à l'intérieur. Mais voilà, ils ont finalement moins de droit, aucune activité, les soins sont très limites, hein, infirmiers, médecins, voilà, vous avez vu ce retenu qui a été très, très maltraité et pas du tout suivi pour... Merci. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur un centre de rétention ? Voilà, aussi, pour répondre à votre question, c'est donc 90 jours, hein, puisque la durée de rétention n'a cessé d'augmenter depuis 1980, date de la création. Voilà, de 7 jours, on est passé à 90 jours. Là, le projet de loi, c'était 210 jours. Et à chaque fois, Retailleau se gargarise de dire que c'est quand même pas le pire, puisqu'on pourrait aller jusqu'à 18 mois, hein, ce qu'autorisent les accords Schengen quand même. Voilà. Et donc les personnes, quand elles sont libérées, pour une raison X, Y ou Z, ou tout simplement parce qu'elles sont au bout de la durée possible pendant laquelle l'administration, la préfecture n'a pas réussi à les expulser, soit parce qu'ils n'ont pas trouvé leur identité, ou voilà, eh bien ils sortent de là, mais bien sûr dans une situation encore pire, puisque déjà ils ont toujours l'OQTF au-dessus de la tête, ils ont souvent perdu leur boulot, voire leur logement, ils ont vécu une expérience totalement traumatisante, violente, il y a beaucoup de violence, parfois entre retenus, parce qu'on enferme des personnes dans des situations totalement angoissantes, des personnes toutes de caractères différents, et puis surtout beaucoup de violences policières, et beaucoup de violations des droits. Juste pour vous dire, je lisais un article ce matin, ils racontaient, donc ils étaient 12 dans 20 mètres carrés, ils avaient le droit à 30 minutes de sport par semaine, parce que les gens faisaient le ménage pendant une demi-heure, une fois par semaine. Voilà les conditions de ces personnes. Qui sortent dans des espèces de cours grillagés, vous voyez ça de l'extérieur, on dirait des poulaillers géants en fait. Double grillage pour pas qu'ils s'évadent. De temps en temps, certains réussissent à s'évader, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais oui, non, c'est un des gros problèmes aussi quand même. Il faudrait rappeler que normalement, la norme, c'est l'assignation en résidence. Donc, quand par exemple une personne se voit délivrer une OQTF directement à la préfecture, voire on lui fait, comme ça arrive souvent, un guet-apens en préfecture, la personne vient à un rendez-vous, elle espère, elle pense qu'elle va chercher son titre de séjour, enfin, et là non, ah ben non,
vous allez en centre de rétention, vous avez une OQTF, on n'a pas renouvelé le titre de séjour, on vous a mis une obligation de quitter le territoire français et directement le centre de rétention. Donc ça se pratique aussi. La norme serait, donc ça veut dire que si la personne a prétendu un titre de séjour, c'est qu'elle a des papiers, qu'elle a un certain nombre de documents et une adresse. Une adresse est connue de la préfecture. Normalement, la loi dit que la personne devrait être assignée à résidence. Donc on part toujours du principe que cet étranger suspect et dangereux, évidemment, va se soustraire à son obligation de quitter le territoire, et donc on va l'enfermer. Voilà. Enfin, on va le retenir, pardon, on le retient. Oui, du coup, je prends un peu la parole pour voilà. le La collectif qui est en bas et qui tient un stand qui sera disponible toute la soirée si vous voulez nous rencontrer. Donc nous sommes plusieurs associations, Amnesty International et la CIMAD aujourd'hui, représentées. Donc peut-être quelques précisions sur ce qui a été dit jusque-là, peut-être sur Mayotte, faire un petit focus, parce qu'il y a eu effectivement 40 000 expulsions l'année dernière, mais plus de 28 000 à Mayotte, seulement à Mayotte, alors que effectivement Mayotte est un territoire, effectivement une île au milieu des Comores, et voilà. Mais la situation de Mayotte est une situation dramatique sur les expulsions et voilà, on ne va pas forcément parler de Mayotte, mais c'est important de quand même le souligner. Peut-être des petites choses sur la durée de la rétention. Donc vous disiez 90 jours et ça devait passer à 210. Donc la loi a été retoquée par le Conseil constitutionnel, mais M. Retailleau va la remodifier. Et à chaque fois qu'il remodifie une loi qui est retoquée par le Conseil constitutionnel, il en profite pour remettre des petits articles qui étaient dans la loi précédente, qui passent inaperçus parce qu'on parle d'un sujet et pas forcément des autres. Donc à chaque fois, c'est toujours plus de non-droit pour les personnes étrangères et ça passe sous silence parce qu'on reste sur, par exemple, les 90 jours ou les 210 jours. Donc il y a beaucoup de choses qui, par exemple, les demandeurs d'asile aujourd'hui peuvent être envoyés en rétention alors que jusqu'à présent, ils ne l'étaient pas. Enfin voilà, tout ça, c'est passé sous silence et c'est des lois qui arrivent avec M. Retailleau. Et puis, la durée de la rétention, effectivement, les personnes, en fait, elles sont reconduites dans leur pays dans les 10 premiers jours. Et au-delà des 10 premiers jours, si on n'a pas réussi à ce que le consulat les reconnaisse comme citoyens de leur pays, eh bien, elles restent en rétention et au bout de 90 jours, elles sont libérées. Donc, c'est 90 jours pour rien. Voilà. Et donc, ça, c'est dénoncé vraiment par tout le monde. Et 210 jours, n'en parlons pas. Et la dernière chose que je voulais parler aussi, c'est donc par rapport aux associations qui interviennent en rétention, qui sont donc 6 associations sur toute la France, qui sont donc dans les centres de rétention avec un marché public avec l'État, mais qui sont des associations qui ont quand même une grande liberté de parole aujourd'hui, parce qu'on est quand même encore dans un état de droit. Et donc, il y a ce rapport rétention qui est co-signé par toutes les associations et qui dénonce et témoigne de ce qui se passe en rétention. Et si demain, M. Retailleau fait passer son texte qui va donner ce pouvoir d'intervenir en rétention à l'OFII, à l'Office français d'immigration et d'intégration, qui est un bras armé du ministère de l'Intérieur, on n'aura plus ce qui se passe dans les centres de rétention. Alors, on aura toujours le contrôleur des privations de liberté des lieux, et voilà, pour la privation de la liberté, mais on n'aura plus ce regard des associations et ce témoignage. Et la loi risque de passer, M. Retailleau souhaite la faire passer avant le 30 septembre, pour que les associations quittent les centres de rétention au 1er janvier 2026. Donc, ils sont dans l'urgence de répondre à on ne sait pas quel... Enfin, si on sait, mais voilà, on sait. De la politique. On sait, voilà, ils font de la politique de bas étage. Donc, on a tous des missions, chacun à remplir, à dénoncer et à témoigner, de dire que c'est pas possible que ça devienne de moins en moins du droit. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations. Pardon, je voudrais savoir si une personne vient en aide à une autre personne en situation irrégulière, elle est susceptible d'être poursuivie. Vous avez parlé de délation tout à l'heure d'ailleurs. Et donc, ce serait un délit de solidarité, ce qui est un magnifique euphémisme. C'est pouvoir dire que c'est porter secours à quelqu'un, c'est un délit. Alors ça, c'est ahurissant, quoi.
Oui, voilà des choses qui nous choquaient encore au milieu des années 90 et qui sont devenues presque normales, comme la double peine. Le fameux délit d'hospitalité. Alors là-dessus, bon, vous avez peut-être entendu évidemment parler de ce qui se passait au col du Mont-Genèvre. Il y a eu des très beaux documentaires. D'ailleurs, Muriel Cravatte, la chef opératrice, a fait un très beau documentaire, Demain est si loin, si vous avez l'occasion de le voir, qui parle de ça. Et donc sur des personnes comme vous, des militants engagés qui vont défendre des migrants. Et donc il y avait certains passés en procès en fait. Et donc la loi, oui, il y a toujours un délit d'hospitalité, sauf que en réalité, il y a une jurisprudence. La jurisprudence est que si vous n'avez aucun gain professionnel à faire ce délit d'hospitalité, alors vous n'êtes pas poursuivi. Mais donc, il considérait qu'éventuellement, ces militants qui faisaient partie d'associations avaient un gain, enfin pas financier, mais un gain de communication, c'était leur job, quoi. Et donc, on pouvait les poursuivre quand même. Voilà. Enfin, bon, je suis pas hyper précise sur là-dessus. Je pense que certains peut-être. Madame, vous répondrez plus précisément, mais globalement, c'est ce que j'en ai retenu. Ça existe toujours, le délit d'hospitalité, mais on va dire que pour le citoyen lambda qui prendrait en voiture quelqu'un dont il ignorerait ou pas, peu importe, et qui le conduirait après la frontière, enfin voilà, qui va l'héberger une nuit, éventuellement, il ne sera pas poursuivi. Mais si les militants, on est en train Il de... ne faut pas aider à passer une frontière, c'est ce qui s'est passé pour certains, parce que là, on devient des passeurs, des passeuses. Ouais. Oui, mais même sans ça, certains des militants du col du Mont-Genèvre étaient quand même poursuivis pour avoir aidé, pas forcément à passer la frontière, hein, me semble, ils étaient mais finalement, ils ont transporté pour aider. Oui. Hein, mais finalement, ils n'ont pas été condamnés. Enfin, finalement, ils n'ont pas été. Mais ils auraient pu l'être. Hein. Mais c'est important de dire, je pense que c'est important de dire aux personnes, parce que beaucoup de gens nous posent cette question, qui ne sont pas forcément dans des associations, c'est qu'il n'y a pas, enfin, à part passer, si faire travailler, peut-être, ça c'est attention, parce que donner un petit boulot et puis payer au black, faut faire attention, il ne faut pas. Voilà. Et, mais sinon, on ne peut pas être condamné pour aider. Par contre, c'est un délit de fraternité. Par contre, c'est très important de ne pas le faire tout seul. Je crois vraiment que c'est une leçon. Il faut être dans une association, dans un collectif, parce que c'est extrêmement lourd. Et là, Jamais sans toi, l'association n'est pas représentée aujourd'hui, mais c'est donc une association, un collectif qui aide à ce... Je sais pas, je peux donner la parole à quelqu'un de Jamais sans toi. Avec grand plaisir. Merci. Donc, aider. Si vous voyez un sans-papier, vous serez pas inquiété. L'aide qui se fait, c'est une aide aux personnes qui sont déboutées, donc qui ont souvent des OQTF, qu'ils ont contesté ou pas. Généralement, ils ont perdu quand ils ont contesté au tribunal administratif, et souvent sont des familles. Et les familles sont bien où elles sont, les enfants sont à l'école, et on les aide à se loger. Et ça, ben voilà, c'est tout. On les aide à se loger. Bravo. C'est pas, voilà. Donc, c'est pour Jamais sans toi, Gourdon et Cahors. Et c'est important de les soutenir parce que je crois que c'est pas facile, hein, financièrement, toujours. Donc, voilà, si vous savez pas comment défiscaliser vos économies, n'hésitez pas à soutenir ces assos qui font un sacré boulot. Merci pour ce film. Merci. Moi, j'avais une petite question sur une scène vers la fin où j'ai pas bien compris la situation, où elle cherchait à avoir des informations, elle n'en avait pas, et je me demandais si les centres de rétention avaient une obligation quelconque d'informer les familles dans le cas où les gens sont... Parce qu'il y a cette scène où on met un casque, on ligote les mains, on met dans un avion. Il n'y a aucune obligation, d'aucune information, même à une femme qui se retrouve seule avec un enfant du jour au lendemain et quelqu'un qui... Aucune. Non. Et dis-moi, tu as pu leur faire voir le film, notamment à Pauline et puis même certaines autres? Mais bien sûr, elles sont venues parfois, puisqu'il y a eu quelques autres avant-premières, donc comme tu disais, en festival ou dans des petites salles de cinéma avec des associations de défense des migrants. Donc Pauline, le personnage principal du film, évidemment, est venue co-présenter le film avec moi. Elle était très, très, très émue. Elle m'a dit une très belle chose qu'on ne m'avait jamais dit. Elle m'a dit
quand j'ai vu ce film, pour la première fois, je me suis aimée. Ouais. Ça m'a touchée. Hein. Je me suis dit, waouh, c'était très beau. D'autres personnes sont venues, notamment l'infirmière qui s'appelle aussi Pauline. Et l'infirmière, je peux vous en dire 2 mots sur ce qui est devenu, puisque le lendemain de ce moment donc tellement émouvant, hein, je vous cache pas que Muriel et moi on pleurait hein, quand on filmait. Quand elle a pleuré, ben nous on a pleuré aussi. Enfin bon, voilà, ça nous a bouleversés. Le lendemain, elle passait, enfin son compagnon Abdallah passait devant le tribunal administratif et il a été libéré. Enfin, ce qui paraissait complètement légitime. En revanche, et ce qu'elle disait, une fois qu'elle a vu le film, elle dit, mais comme me dit l'autre Pauline dans le film, oui, ça brise des familles parce que nous, ça nous a brisé. C'est-à-dire que Abdallah, malgré la situation, n'a jamais... Alors, il se trouve qu'Abdallah, c'est ça aussi, ils font ce qu'ils peuvent hein, pour s'en sortir. Et donc, vous avez vu tous, je pense, l'histoire de Souleymane. Voilà, et ben Abdallah, c'est exactement l'histoire de Souleymane, c'est-à-dire que il a menti sur son origine, c'est-à-dire qu'il venait du Tchad, mais il a dit qu'il était soudanais parce que c'était le récit qui passait le mieux à ce moment-là auprès de l'OFPRA, enfin soi-disant, et donc il a été débouté et il y avait ce truc qui bloquait toujours dans ses papiers, même s'il était père d'enfants français, ce qui est de toute façon pas une garantie qu'on va vous délivrer un titre de séjour. Et donc c'était compliqué et finalement ça les a bouffés. Il est parti, il est parti en Angleterre et où il a eu lui un titre de séjour là-bas en Angleterre où il peut travailler. Et voilà, le couple a été séparé, ils se voient toujours, ils ont toujours voilà Swad, la petite fille de 2 ans, enfin qui a grandi depuis. Et mais voilà, ouais, beaucoup de familles brisées. Et je pourrais dire aussi pour les suites donc des personnes qu'on a filmées. Cette jeune femme qu'on voit qui n'en peut plus, elle dit c'est devenu un zombie. Et donc le compagnon a trouvé son co-retenu suicidé, enfin un jeune de 20 ans hein, qui s'était suicidé au cacheton. Cacheton donné très volontiers par le médecin et les infirmières type tramadol pour qu'il dorme et qu'il ne fasse pas de vagues. Et donc ce gars-là qui il demandait à partir en fait, il était tunisien et ça faisait un moment qu'il disait bah, écoutez moi j'en peux plus du CRA, renvoyez-moi, c'est bon, renvoyez-moi. Il cachait pas sa nationalité, renvoyez-moi chez moi, enfin dans mon pays d'origine. Et mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce que vous dites ok c'est bon allez-y renvoyez-moi que c'est pas vous qui décidez. Des fois on se demande même s'ils font pas exprès du coup de les garder. Mais bon ça c'est une grosse machine. Donc il partait pas. Il y avait jamais de vol. Donc il en était je sais plus à combien de jours, en tout cas plus de 2 mois. Et très bizarrement une fois que ce jeune homme Mohamed soit donné la mort dans sa chambre et que quelques personnes comme le collectif Abalekra, où voilà, s'intéresse et commence à appeler en fait ce retenu pour en savoir plus. Et bien là, d'un seul coup, ils lui ont trouvé un vol. Là, il a été dans les 3 jours, il était expulsé parce que c'était un témoin très gênant. Mais il faut préciser qu'il y a quand même régulièrement des morts. Alors, tentative de suicide, de violence policière. Hein, il n'y a pas longtemps, il y en a eu encore un suite à un passage en cellule d'isolement. Un homme assez âgé, de 55-60 ans, quelque chose comme ça, malade du cœur. Voilà. Donc là encore, on a dit qu'il était... sont faibles du cœur, hein, ces personnes en centre de rétention. Hein. Parce que Abdellah Goradia, cet homme de 51 ans qui est mort étouffé dans un casque dans le fourgon de police en 2014. Hein. C'est un moment, il y est fait référence dans le film. Il est mort étouffé donc dans ces espèces de casques qu'ils leur mettent pour pas qu'ils se blessent en fait dans les fourgons. Ils sont dans des cellules pour pas qu'ils soient couverts de sang. Parce que ça marquerait pas bien auprès du personnel de vol des avions et des autres passagers qui pourraient s'opposer à l'expulsion. Donc ils font tout pour les contraindre. Et donc cet homme de 51 ans qui voulait pas, il refusait absolument son expulsion, il a vomi dans le casque, il s'est étouffé. Voilà. Et il est mort dans le fourgon. Et donc là, évidemment, la police a dit d'abord qu'il avait fait une crise cardiaque. Et puis il y a eu autopsie, etc. 2014, on est en 2025, on n'a toujours pas les suites de cette affaire. Oui, excusez-moi, je reprends la parole pour
pour ne parler qu'un peu d'un cas qui m'est arrivé personnellement, parce que justement dans le cadre des Torkinekin, là, je peux accueillir des migrants qui ne savaient pas où aller. Alors au début, j'avais décidé de les prendre assez longtemps, et puis après c'est surtout sur quelques jours comme ça. Et puis un jour est arrivé un Guinéen de la Guinée-Conakry et qui est venu régulièrement, très souvent chez moi, et on est devenus amis parce que voilà, je lui demandais comment ça se fait. Alors lui, c'était sûr qu'il avait une OQTF, et puis il travaillait. Et il travaillait. Et j'essayais de comprendre. Et puis un jour, j'ai entendu dire qu'éventuellement, s'ils avaient travaillé tant de temps, ils pourraient redemander l'examen de leur situation. Alors je dis, viens, on va regarder le papier. Et je regarde, il avait énormément de bulletins de salaire. Et puis là-dedans, il avait un contrat à durée indéterminée. Je me dis, mais c'est pas possible ça. Alors dans une blanchisserie, voilà. Et alors je regarde son contrat à durée indéterminée, nationalité belge. Je me dis, mais c'est quoi ça? Alors moi, je me voyais pas. Il me dit, mais oui, mais je me suis fait faire des faux papiers. Qu'est-ce que tu crois? Ah bon, alors je ne me voyais pas la mener, parce qu'à Bayonne, c'est un sous-préfet, à la sous-préfecture avec des papiers faux. Je me suis dit, mais tout de suite, il va avoir des problèmes. Et peut-être moi aussi, mais ça, moi, c'était pas un problème. Alors donc voilà, et en fait, j'ai réalisé que la patronne de sa boîte devait savoir. Il y a quand même des gens qui n'ont pas tous l'esprit de Vichy et qui sont pas dans la délation. Et cette femme, sa patronne, je lui dis, mais voilà, cette femme a tout accepté. Et donc, accepté de le prendre. Et en plus, il a monté de grade dans son CDI. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire qu'au bout de 8 ans d'OQTF, il a eu enfin ses papiers. Voilà. Je suis très contente. On a fait la fête. Merci pour cette belle nouvelle, ça fait plaisir. Juste parce qu'on a un peu de temps encore, 5 minutes, tu peux nous parler de à un moment donné, à peu près au milieu du film, cette scène, cette petite séquence très, très brève, avec un chien, avec un ralenti, une musique stridente et tout ça. Raconte-nous un peu raconte-nous. Merci, c'est la première fois qu'on pose la question. Je suis très émue. Merci beaucoup, Philippe, de me la poser. Parce que je suis un animateur cinéma. Moi. Voilà. Oui, c'est un moment où, et je vous dis tout, il se trouve que j'ai filmé cette scène-là, ce moment-là, dans une espèce d'un matin où il avait neigé, et j'espérais avoir la cabane sous la neige. Bon, il n'y avait pas de neige, et d'ailleurs j'étais plus sous-autorisée, enfin c'était pas un jour où j'étais autorisée, donc ça m'a valu des petits ennuis avec la préfecture, mais bon, j'ai continué à filmer parce que je trouvais que le bois était saisi dans la froideur, une sorte de temps ralenti, et donc j'ai tourné au ralenti sans me rendre compte, en fait, ces images. J'avais pas vu que j'avais actionné le ralenti, et je me suis rendu compte que j'avais fait un ralenti, et je trouvais que ça correspondait à ça, et à une notion qui était frappante dans cette attente permanente qu'ont les visiteurs et les retenus dans le centre où le temps passe complètement différemment. Un jour, on m'a dit un jour c'est comme 30 jours ou un an, enfin c'était très très long pour eux, et ceux qui sont à l'extérieur aussi, les visiteurs, les visiteuses, le temps est comme suspendu, et je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire avec ces images, avec ces ralentis, et j'ai décidé d'en faire ce moment-là. C'est-à-dire que, alors, ça correspond à un moment du film, c'est pas forcément dit explicitement, mais où on voit, c'est la dernière fois où on voit Christina, puisqu'à ce moment-là, elle réapparaît plus dans le film, son compagnon est expulsé, et c'est ce moment-là où il y a ces 3 plans en fait ralentis, avec ce son qui mélange des sirènes de police, des tôles de métal froissées et un chœur de voix assez spectral. Voilà, il y avait une notion de temps figé, de temps qui se déroule pas de la même façon pour ceux qui sont à l'extérieur de cette folie et ceux qui sont pris dans les filets de la rétention. Et puis il y avait aussi un peu pour moi dans cette image du lac, de ces eaux froides, une référence aux eaux voilà, enfin, à ces océans et ces mers qui ne sont pas des cimetières, parce que comme le disait un jour quelqu'un, un cimetière, on peut aller se recueillir sur une tombe. Or là, les familles ne peuvent pas se recueillir sur la tombe de toutes ces personnes qui meurent en mer. Voilà. Et donc il y a quelque chose d'un peu onirique, d'un peu, voilà, on le saisit, on le saisit pas, chacun y trouve
ça évoque, mais moi c'était quelque chose sur le rapport au temps qui ne se déroule pas pareil. On est dans le même lieu, mais devant cette cabane et dans ce centre, le temps ne s'écoule plus pareil que pour ceux qui sont à l'extérieur, qui font leur jogging, qui vont pêcher ou faire du vélo. Sur ton site, tu parles aussi du documentaire comme Hasard et nécessité. Moi, j'aimerais, parce que en t'entendant là, j'ai entendu beaucoup de prénoms, enfin pas de prénoms, en tout cas parler de femmes. Ouais. J'ai l'impression que c'est un film de femmes. Je voudrais savoir si c'était hasard ou nécessité, ce film que tu as fait là. Alors, tu parlais de la personne qui faisait la alors bon, la montage, nécessité le cadre. tout à fait, nécessité de faire un film. Voilà, ça c'était une nécessité pour moi de faire un film sur ce centre de rétention. Hasard des rencontres toujours, puisque quand même Pauline. C'est un hasard incroyable de tomber sur cette Pauline qui a travaillé dans le centre 10 ans auparavant. Donc elle a quand même une parole hyper légitimée par le fait qu'elle connaît la rétention de l'intérieur. Et son regard se transforme d'ailleurs entre le moment où elle arrive, donc elle est toute fraîche devant le centre et la fin, elle s'est un peu radicalisée. Alors elle restera jusqu'au bout, on va dire impeccable. Elle dit toujours dans son langage, jamais elle dit keuf ou elle dit toujours les agents de police ou les officiers de police, etc. Elle garde jusqu'au bout cette espèce de voilà c'est pas de respect, mais de distance quand même. Mais voilà, elle se radicalise parce que d'un seul coup, elle vit les choses de l'autre côté. Alors film de femme, il se trouve c'est étonnant puisque quand je filmais seule en repérage, j'avais souvent plus des hommes qui acceptaient de me parler plus facilement. Et au moment du tournage, était-ce parce que nous étions 2 femmes c'était plus les femmes, mais aussi tout simplement parce que quand même, bon, ce sont des hommes qui ont fermé, il y a des hommes qui viennent les visiter aussi, mais il y a beaucoup de femmes qui viennent les visiter, à commencer évidemment par les petites copines ou les mères, les sœurs, voilà, ça peut être les frères, les cousins, les amis, hein, mais il y a quand même beaucoup de femmes. Et en tout cas, il s'est trouvé que c'est les femmes qui venaient peut-être le plus souvent, régulièrement. D'ailleurs, à un moment, ça c'est pas dans le film, mais je me rappelle que les 2, Pauline et Christina, se posaient la question de tu crois que si c'était nous qui étions enfermés en centre de rétention, nos mecs ils viendraient nous voir comme ça? Bien sûr. Voilà, donc j'en dis pas plus, mais votre rire parle. En tout cas, je voudrais juste soumettre un. On va pas se le faire. Je te l'ai déjà lu hier. Oui, donc mais tu peux le lire si tu veux. Mais parce que ton film m'avait fait penser à un autre film. Un film de 2009 de Zhang Xiaoliang. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça s'appelait Pétition, la cour des plaignants. D'ailleurs, un titre avec deux mots aussi comme ça, comme toi, de sous-titres. Et donc, ça s'est raconté en fin de compte des Chinois qui venaient au tribunal et qui avaient eu des problèmes avec l'administration et qui attendaient des jours et des années. Et ils filmaient ça. Et il dit, voilà ce que dit, donc c'est un peu dans la même veine que Wang Bing et tout ça, il n'est pas très copain avec les gens qui commandent là-haut. J'ai beaucoup appris sur la société et les hommes pendant ce film. En fait, j'ai peu d'espoir que les documentaires puissent changer la société, mais je pense que chaque génération doit assumer sa responsabilité. Je pense qu'il est de mon devoir, par mon travail, d'aider les générations futures à comprendre notre époque. Je pense que cette forme de film, de prise de vue parmi les gens, peut avoir une sorte d'effet positif sur le cours de l'histoire. Particulièrement lorsqu'on sait qu'un grand nombre de faits présentés dans ce film ont été déformés par les médias officiels. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça te Totalement, parle ? ça me parle totalement, ouais. Ouais. Les médias, les faits déformés par les médias, je pense que j'espère que maintenant que vous avez vu ce film, vous entendrez plus les déformations. Enfin, je pense que vous étiez déjà alerte là-dessus, mais voilà. Ouais, ça me parle. Mais j'ai pas vu ce film, j'aimerais bien le voir maintenant, là, j'ai très envie. Et alors, si, juste une dernière question, parce que ça, c'est quand même assez... C'est pas très courant. C'est que tu es resté dans la salle. Parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs, pendant la projection, justement, on va discuter tout ça. Et moi, je me suis retrouvé tout seul. Tu vois. Mais non, alors, dis-moi, c'est quoi ? T'as envie vraiment de... C'est pas parce que... Pour voir si tu as des problèmes... Il y a des problèmes de cadrage ou de montage. C'est de sentir l'ambiance de la salle ? Ben oui, c'est pour 2 raisons. D'abord, enfin 3 même, parce que sentir l'ambiance, il y a la salle, d'abord la salle, le public. J'aime bien sentir le public, comment il réagit, est-ce qu'il rit pas, enfin voilà. Vous entendre,
vivre en vivant le film, quoi. Ça, j'aime beaucoup. Techniquement aussi, parce que chaque salle est différente, donc c'est une très belle salle ici. J'ai beaucoup apprécié et l'écran et le son. Voilà, les salles de cinéma sont pas toutes pareilles, donc ça c'est important. Et puis tout simplement que j'aime bien me remettre dans l'émotion du film avant le débat, parce que j'ai envie d'être dans la même émotion que vous, même si je connais le film. Néanmoins, j'ai failli repleurer là avec l'infirmière. Non, vraiment, j'avais encore les larmes aux yeux. J'ai pleuré beaucoup en le regardant. Bon. Et voilà, j'aime bien être dans la même émotion. Je n'ai pas envie de faire autre chose et de revenir et dire ah oui, je connais le film. Non, j'ai besoin d'être dans la même émotion que vous. Voilà. Merci.